Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'attaquer à un des piliers de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Comme vous l'aurez deviné, c'est encore une fois une vidéo sujet. Si vous aimez ça, n'hésitez surtout pas à me le dire dans l'espace commentaire en dessous de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui s'y passera, et surtout à lâcher un petit like après visionnage si la vidéo vous a plu. Le Code Format. Ce mode de jeu est devenu légendaire dans la communauté. Il est resté gravé dans la mémoire des joueurs comme étant la meilleure période pour jouer à Yu-Gi-Oh! Mais pourquoi? Je vais essayer d'analyser et de décortiquer tout ça pour vous en apprendre un petit peu plus sur un des formats les plus populaires du jeu, l'histoire et la création du Code Format. Bon déjà, avant toute chose, il faut savoir que GOAT, G-O-A-T, veut dire Greatest of All Time, littéralement le meilleur de tous les temps. Certains aiment croire que le nom du format provient de la carte bouc émissaire, Scapegoat en anglais. Visiblement, ce n'est pas le cas, il y a débat dans la communauté, n'hésitez surtout pas à la voir dans les commentaires encore une fois, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Moi j'essaye de mettre tout le monde d'accord, comme vous l'avez vu sur la miniature de cette vidéo, voilà, je l'ai illustré avec le bouc émissaire, histoire de mettre un petit peu tout le monde d'accord. N'empêche, ce surnom prouve que c'est un format qui a séduit de nombreux duellistes, et cette séduction continue encore aujourd'hui. Pour commencer, le GOAT Format prend ses racines à quelle époque? Eh bien c'est une période du jeu qui va se situer entre avril et août 2005. Niveau histoire, le jeu en 2005 était à son apogée en termes de popularité. Sur nos écrans, les aventures de Yugi et de ses amis venaient de se terminer dans Yu-Gi-Oh! Monster Duel, et il laissait place doucement mais sûrement aux années scolaires de Jaden Yuki dans Yu-Gi-Oh! GX. À cette époque, on trouvait sur les tables et dans les boutiques les cartes provenant des extensions Millénaire perdu et Sombre Révélation. Le GOAT Format, il faut savoir que c'est un ensemble qui est constitué de 28 extensions différentes, decks de structure compris. Ça offre des possibilités par milliers qui couvrent une période allant de mars 2002 avec la sortie de la légende du dragon blanc aux yeux bleus jusqu'à la Genèse ténébreuse 2 sortie en juin 2005. Mais il y a une date qu'il faut retenir parmi toutes, le 25 août 2005. C'est une date à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! C'est précisément à ce moment-là que Konami met en application la toute première banlist de l'histoire du TCG qui va interdire un certain nombre de cartes d'être utilisées. Bien sûr, ce n'est pas du tout la toute première banlist tout court. Il y en a eu bien d'autres, dont parmi les plus connues, celle d'avril 2004, qui a limité un grand nombre de cartes très importantes pour le jeu. Mais cette liste de cartes, en 2005, est différente. Elle est pensée pour limiter et surtout interdire l'utilisation de certaines cartes jugées trop fortes pour le jeu. À titre comparatif, de nos jours, la banlist réapparaît en moyenne 4 fois par an. Toujours dans le même état d'esprit, rééquilibrer le jeu face à des cartes devenues trop puissantes. Mais à l'époque du GOAT Format, les vraies terreurs sur les terrains, il y en a 13. Le dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement, Sangan, la sorcière de la forêt noire, Yatagarasu, le trou noir, duo de délinquants, charité gracieuse, plumeau de dame harpie, Monster Reborn, Raigeki, l'union fait la force, ordre impérial et force de miroir. Ces 13 cartes sont les toutes premières à être bannies du jeu, pour éviter qu'elles ne le brisent. Pourquoi ce format est-il si populaire? Eh bien la réponse à cette question en réalité est plutôt simple. Le format GOAT est basé sur une stratégie de longue haleine. Il permet aux joueurs de développer leur terrain sur un grand nombre de tours. Là où le Yu-Gi-Oh! Moderne demande plutôt aux joueurs de comboter un maximum dès le premier tour pour poser un board impassable que l'adversaire ne pourra jamais réussir à vaincre. Ce sont aujourd'hui deux jeux complètement différents. Le GOAT Format mise sur le long terme avec des retournements de situation dignes de l'animé pour accrocher ses adeptes. Avec 28 extensions et un grand nombre de cartes, des milliers de stratégies sont possibles. Après, vous allez me dire que c'est la même chose dans le format actuel. Sauf que là, ce qui revient dans la grande majorité, c'est que vous avez le temps d'apprécier le jeu. Mais le vrai point fort du GOAT Format, c'est qu'il est statique. C'est-à-dire qu'aucune nouvelle carte ne va pouvoir venir bouleverser le jeu vu qu'il est figé à une période donnée. Ça laisse aux joueurs la possibilité d'apprendre les cartes dominantes, les stratégies dont il faut se méfier, et surtout les combos qu'il faut surveiller ou stopper. C'est tout simplement un format basé sur les stratégies et le contrôle plutôt que les combos et l'OTK. Les cartes iconiques du GOAT Format. Je viens de vous en parler un petit peu plus tôt avec les cartes qui ont été bannies, mais ce format de 2005 a ses MVP. Des cartes présentes dans tous les decks qui ont façonné sa légende. Celle à laquelle on pense généralement tout de suite quand on parle de GOAT Format, c'est la carte la plus forte du jeu, pot de cupidité. Piocher 2 cartes sans aucune contrepartie, c'est excessivement fort. Récemment, un de ses descendants, le pot de la prospérité, a été limité à un seul exemplaire à cause de sa puissance. Et pourtant, sur le papier, sa restriction était plutôt embêtante. Après la résolution de cette carte, les dommages reçus par votre adversaire sont divisés par 2. Les autres membres de la famille des pots ont tous une restriction pour contrebalancer leur effet de pioche. Le pot de dualité, par exemple, vous empêche d'invoquer spécialement, là où le pot de l'extravagance vous interdit de piocher après son utilisation. Mais le pot de cupidité est loin d'être la seule carte craquée de ce mode de jeu. Charité gracieuse, par exemple, vous dit de piocher 3 cartes. Mais en contrepartie,
d'en défausser 2 de votre main. Un véritable régal pour un des decks les plus puissants de ce format, le deck Chaos. Vous allez pouvoir défausser des petits monstres lumière et ténèbres pour faciliter votre accès à vos gros boss, comme par exemple le soldat du lustre noir, l'émissaire du commencement. Un véritable bulldozer pour l'époque qui permet de gérer n'importe quel monstre sur le terrain de l'adversaire en le bannissant. Mais tout ça, c'est dérisoire. Surtout face à certaines cartes qui poussent l'aspect contrôle de Yu-Gi-Oh! Dans ses heures les plus sombres. Duo de délinquants permet, en échange de 1000 points de vie, d'enlever jusqu'à 2 cartes de la main de l'adversaire. Dévastateur. Si cette carte était légale aujourd'hui, elle détruirait le jeu. Tout simplement déjà parce qu'elle serait tutorisable avec la poussée des triples tactiques. Rendez-vous bien compte que cette carte à elle seule permet de regarder la main de l'adversaire, lui enlever jusqu'à 2 cartes, dont une pièce de combo s'il a une main mauvaise, ce qui lui enlève complètement tout espoir de redémarrer pendant son tour. Je terminerai ce petit top 4 perso de cette vidéo sujet avec vol à l'arraché. Imaginez, vous faites votre meilleur combo avec votre deck KO. Vous utilisez Charité Gracieuse, vous piochez 3 cartes et parmi elles, il y a le soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Jackpot, dans votre main, vous aviez un monstre lumière et un monstre ténèbres que vous vous empressez de jeter au cimetière. Mais malheureusement pour vous, votre adversaire a dans la main vol à l'arraché. Tous vos efforts et votre combo réduit à néant par une seule carte. Une magie qui permet d'être équipé à un monstre et d'en prendre le contrôle. C'est tout simplement affreux et très punitif. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le GOAT c'est un format de longue haleine. Mettre en place ces cartes, poser des petits monstres tour après tour, arriver enfin à piocher votre boss, sacrifier vos petites ressources pour faire enfin arriver votre clé de victoire. Tout ça, c'est très long. Si vous avez beaucoup de chance, ça ne peut vous prendre que 3 tours. Mais voilà, une carte peut tout changer. Vol à l'arraché. Bien sûr, certains joueurs ou fervents consommateurs de ce format me diront que j'ai abordé un très petit nombre de cartes. Et bien entendu que le GOAT format peut aussi être très véloce et combo. D'autres me diront que le jeu pouvait aussi être très cancer à cette époque, voire même plus horrible que le Yu-Gi-Oh! Moderne avec des combos comme le Yata Lock. Ça consistait tout simplement à vider la main de l'adversaire, la laisser vide tout en grignotant ses points de vie avec les attaques de votre minuscule corbeau. Le GOAT format, je sais que c'est bien plus que ces 4 cartes, mais elles sont pratiquement tout le temps dans la majorité des decklists. Et justement, on va parler des decks dominants de la méta de l'époque. L'un des grands points forts du GOAT format, c'est qu'il proposait un environnement où aucun deck ne dominait complètement le jeu. Plusieurs étaient très forts et sur le devant de la scène, mais aucun ne dominait complètement. Ce n'était pas un format tiers 0, c'est-à-dire un moment du jeu où un deck unique dominait tous les autres. Certains d'entre vous en ont peut-être connu un il y a quelques années, le format des tiermentations. Tir à la main. Vous avez ici une des raisons qui a contribué à la longévité et à l'appréciation de ce format. Parmi les decks les plus populaires auprès des joueurs compétitifs, on en avait principalement 3. Le Chaos Control. Un parfait équilibre entre attaque et gestion. D'abord, il y avait une maîtrise du terrain avec des monstres flips puissants comme la magicienne de la foi. Elle permettait de recycler de puissantes magies ou des aides comme par exemple Pot de Cupidité et elle était souvent combinée avec Tsukuyomi, monstre spirit qui a pour effet de recycler les effets des monstres flips sur le terrain. Un autre rôle clé était celui de Sangan. Dans le deck, il permettait avec tuto une de ces 2 cartes, constituer une solide défense et recycler ses magies. Mais les clés de victoire du deck, ce sont les gros monstres, comme par exemple le sorcier du chaos qui peut bannir n'importe quel monstre adverse sur le terrain, ou sa forme évoluée en termes d'effets dont on a déjà parlé, le soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Il reviendra assez souvent dans cette vidéo, c'est normal. Le GOAT Control. C'est une des stratégies les plus connues de l'époque qui a alimenté la légende comme quoi le format tiendrait son nom de cette carte. Le deck consistait à utiliser cette magie rapide à outrance, faire apparaître 4 petits jetons et les sacrifier derrière avec la magie Métamorphose. Ça vous permettait à l'époque d'invoquer la fusion la plus puissante du jeu, le renoncer aux yeux millénaires. Des stats pas très impressionnantes, mais un effet ravageur. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, équiper la cible à cette carte et son attaque-défense devienne celle de la cible. Une véritable punition pour n'importe quel deck. Vous arrachiez littéralement des mains à votre adversaire ses cartes maîtresses et vous utilisiez leur puissance contre lui. Le deck cherchait aussi à gagner du temps ou à priver l'adversaire de ressources en jouant des cartes comme Morphojar, enterrement prématuré, des options de défense d'un côté en rappelant les monstres depuis le cimetière, et de l'autre de la génération de card advantage et de la pioche à haut régime pour avoir plus rapidement vos pièces de combo dans les mains. Thunder Dragon, Chaos. Je ne suis pas un expert, mais de toutes les recherches que j'ai faites pour cette vidéo, c'est certainement le deck le plus fort des 3. Son plan de jeu est très simple, défausser un maximum de cartes depuis votre main à votre cimetière. Destruction de cartes, Charité Gracieuse ou encore Serpent Sinistre font partie des clés de victoire principales du deck. Le but, avoir un maximum de cartes envoyées au cimetière et de cartes piochées en contrepartie
pour avoir du card advantage, c'est-à-dire avoir un grand nombre de cartes dans les mains pour développer plus rapidement son combo. Encore une fois, le but est d'invoquer le plus rapidement possible les boss du deck, le sorcier du chaos ou le soldat du lustre noir. Tous ces decks ont dominé cette période du jeu, permettant la naissance des champions du GOAT format. Le tout premier champion en 2005 de ce format s'appelle Miltiadis Markou. Ce grec a réussi à l'époque l'exploit de surprendre ses adversaires avec une version audacieuse d'un deck Chaos. En plus de jouer une version Chaos Control, il y a incorporé une petite partie de Nephthys, une stratégie payante qui lui a permis de devenir le premier champion du monde de GOAT format de Yu-Gi-Oh! Un exploit qui, aujourd'hui encore, est légendaire et qu'on retrouve sur YouTube de différentes manières. La chaîne Toon Kingdom Catania, par exemple, propose un petit voyage dans le temps en faisant découvrir la decklist physique du champion présentée par lui-même, et ce, presque 20 ans après, au moment du tournage. Encore aujourd'hui, des championnats du monde de GOAT format voient le jour, organisés par des passionnés de la communauté chaque année, de différentes manières. Le plus intéressant lorsqu'on se penche sur ces championnats du monde et sur les gagnants, c'est qu'ils sont chaque année complètement différents. Il y a donc encore aujourd'hui de grandes versatilités de decks dans ce format. Bon alors ok, si on prend les 5 derniers tournois organisés par le site et la chaîne GOAT format, on peut remarquer qu'il y a 3 decks Thunder Dragon Chaos, un deck Chaos Control et un deck Panda Burn. Vous aurez bien sûr tous les liens de toutes les sources et des decklists dans la description. Mais ce qui est frappant, ce qui est le plus fou, c'est l'investissement de la communauté. Du contenu publié régulièrement, des tournois, que ce soit physique ou en ligne, tous les moyens possibles sont utilisés pour préserver ce format. Et tout ça, ça me fait me poser une ultime question. Pourquoi le GOAT format est-il toujours autant joué? La première réponse qui vient tout de suite, un peu comme un réflexe, c'est tout simplement que ce format permet un retour aux sources. Le GOAT, c'est tout simplement le Yu-Gi-Oh! De notre enfance, contenant des cartes plus emblématiques les unes que les autres. Rien que pouvoir jouer un pot de cupidité et comme Yugi et Kaiba piocher les 2 cartes qui vont complètement renverser un duel, c'est épique. C'est un sentiment qu'on ne retrouve vraiment que dans ce format de 2005. Mais on peut expliquer cet afflux de joueurs par autre chose. Les joueurs, souvent nostalgiques de cette époque, cherchent une antithèse au Yu-Gi-Oh! Compétitif et méta actuel. Un jeu avec un gameplay plus lent et stratégique sur le long terme. Aujourd'hui, il existe des tonnes de communautés qui continuent de faire vivre ce format. Des espaces dédiés aux fans qui leur permettent de se retrouver physiquement en boutique ou via des événements en ligne comme par exemple sur Dueling Book. Mais ce qui peut définir véritablement l'engouement autour du GOAT format, c'est un sentiment d'équilibre et d'accessibilité. En 2023, Konami nous a régalé avec la réimpression des 5 premières displays du jeu. La légende du dragon blanc aux yeux bleus, Metal Rider, les serviteurs du pharaon, le maître des magies et Invasion des ténèbres. Ça a été d'ailleurs pour moi l'occasion, entre parenthèses, de vous proposer un grand opening, une semaine d'ouverture, c'est-à-dire 7 jours, 7 ouvertures. Pour fermer la parenthèse, je vous remets le lien par-ci par-là si vous voulez aller checker. De la playlist opening, n'hésitez pas à les regarder, on s'est vraiment éclaté. Mais je vous parle de ça surtout pour vous expliquer que ces boîtes rétro qui nous permettent d'obtenir les cartes du GOAT format avec leurs effets originaux sont très accessibles, surtout les cartes à l'unité en commune, pas forcément les rares, mais justement, fort heureusement, ce ne sont pas les cartes les plus jouées. Pour revenir à l'autre raison principale, les joueurs ont un sentiment d'équilibre lorsqu'ils parlent de ce format. Diversité des decks compétitifs, absence d'OTK ou de FTK, apprécier des parties qui durent, absence de cartes ultra dominantes, cartes de réponse puissantes mais pas cheatées, par exemple Force de Miroir qui va détruire tous les monstres, oui, en position d'attaque. Toutes ces choses mélangées forment un tout qui veut dire une chose, un format qui récompense les compétences et non pas la chance. Aujourd'hui, on a des cartes complètement craquées qui à elles seules peuvent terminer une partie et qui, en fonction de leur timing d'activation, peuvent complètement détruire l'adversaire. On se rappelle de ce moment compétitif récemment où Yacine, un célèbre Yu-Gi-Tuber américain, passe plusieurs minutes à installer son combo Finsmith et se fait détruire par un seul à force égale. Donc forcément, ce vieux format rappelle un Yu-Gi-Oh! Plus fun et équitable. Alors finalement, c'est quoi le GOAT format? C'est bien plus qu'un simple retour en arrière. C'est un hommage à une époque où chaque duel était un mélange parfait de stratégie, de gestion de ressources et d'anticipation. Un format où la chance ne suffit pas. Non, il fallait réfléchir, lire l'adversaire et jouer avec précision. Aujourd'hui encore, des joueurs du monde entier reviennent à ce terrain de jeu intemporel. Là où le plaisir de jouer se mélange doucement avec la nostalgie du Yu-Gi-Oh! De notre enfance.